Merci beaucoup, Robert. Je vais donc maintenant partager mon écran. Donc, a priori, vous devriez maintenant voir ma présentation. Oui. Parfait. Alors, merci beaucoup pour la présentation et bonjour à tous. Ça m'aurait fait plaisir de vous rencontrer en personne à Edmonton, mais je suis quand même contente de pouvoir connecter virtuellement avec vous. Comme Robert l'a mentionné, n'hésitez pas à poser des questions en cours de route, mais je vais essayer de garder la présentation assez courte pour qu'on ait une bonne période de questions par la suite. Donc, comme Robert l'a mentionné tout à l'heure, je suis économiste principale au Conseil de l'information sur le marché du travail. En gros, ce que je fais, c'est que je travaille avec les 13 provinces et territoires et le gouvernement fédéral, notamment en Statistique Canada, pour améliorer l'accès, la fiabilité et la rapidité de diffusion de l'information sur le marché du travail. Donc, cette information, la définition peut être très large. On peut penser aux indicateurs macroéconomiques, taux de chômage, taux d'emploi, qu'on voit souvent repris dans les médias. Mais on peut penser aussi à des aspects plus qualitatifs comme qu'est-ce qui caractérise un métier en particulier, quelle formation est nécessaire pour y accéder, etc. On traite aussi un peu des questions un peu prospectives comme la question à 1 million de dollars, quels sont les métiers de l'avenir ou quel secteur va être porteur dans le futur. Mais peut-être un petit peu avant d'aller de l'avant, je serais curieuse de vous entendre un peu, connaître un peu votre background. Donc, je serais curieuse si quelqu'un veut se porter volontaire, m'expliquer un peu, est-ce que, par exemple, vous utilisez de l'information sur le marché du travail dans vos activités quotidiennes? Si oui, dans quel contexte? Et sinon, est-ce qu'il y a de l'information que vous aimeriez savoir, que vous n'avez pas cherché ou que vous n'avez pas trouvé? Donc, peut-être si on a un volontaire ou deux qui peut tout simplement activer son micro et intervenir. Bonjour, ici c'est Juste, de l'Université de la Liberté au campus Jean. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, nous opérons principalement avec les étudiants. Et comme vous venez de dire, c'est la question à 1 million de dollars. Quand l'étudiant vient, qui s'inscrit, ils savent exactement où ils veulent s'inscrire, ils savent exactement dans quoi ils veulent se lancer. Mais la question est toujours, pourrais-je avoir une carrière après mes études? Alors, là où nous le plus, c'est quand ils ont terminé les études, c'est comment est-ce qu'ils peuvent accéder au marché du travail? Quels sont les secteurs qui accueillent? Quels sont les emplois exactement qui sont disponibles sur le marché du travail en fonction de l'orientation des études de nos étudiants? Voilà donc l'information que nous traitons souvent. Alors, la manière dont nous la traitons, c'est toujours la même chose. On va sur LinkedIn, on va sur Indeed, on va partout, c'est nécessaire, on va sur le gouvernement, on va sur toutes les entreprises pour pouvoir canaliser et définir l'information enfin orienter. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir? Oui, Marcel, ici. Je peux peut-être dire un petit mot. Bonjour. Au Québec, au niveau de la formation technique et de la formation professionnelle, les programmes qui sont offerts, qui sont priorisés et qui sont publicisés au niveau du gouvernement, du ministère de l'Éducation, ce sont les programmes qui sont le plus en adéquation avec les besoins d'emploi du marché du travail, qui fluctuent, qui varient. Et aussi, il y a des nouvelles pratiques d'alternance travail-études à fort pourcentage d'heures de formation en milieu de travail pour justement
convenir à une meilleure adéquation, remplir des besoins dans les entreprises, ce qui fait que ça a un impact direct sur les pratiques de formation à distance. Donc, lorsque les étudiants sont sur le marché du travail, mais sont reliés à distance avec leur établissement, et ça a une influence aussi sur les clientèles, parce que c'est parfois des employés des entreprises qui font des programmes d'études en forme d'alternance et soutenus par la formation à distance. Super. Je vois que Joanne Haché a levé la main. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne sur Zoom, mais... Oui, bonjour. Bonjour, Joanne. Oui, oui, très bien. Je ne réponds pas directement à votre question et indirectement oui. Je travaille à l'Université des Luc, qui est tous des programmes universitaires à distance. Et présentement, moi, je suis conseillère pédagogique et j'ai un souci particulier sur l'encadrement à long terme dans nos cours. Et les derniers cours sur lesquels j'ai accompagné les professeurs, on a intégré des éléments qui considèrent cette projection-là à la carrière professionnelle et l'intégration d'activités d'encadrement qui est en lien direct avec le déploiement de certaines compétences et savoirs dans leur profession. Donc, comment ça se manifeste de différentes façons? Premièrement, il y aura des travaux pratiques qui sont appliqués à des tâches spécifiques réelles, avec des cas réels existants, donc pour reproduire cette dynamique-là. Et au niveau de l'encadrement, il y a des outils, par exemple, dans un dernier cours, on a utilisé le concept d'avoir un mentor qui a un parcours professionnel, qui va se joindre à certains étudiants. Et puis, il y a des outils intégrés aussi dans la plateforme qui permettent de préétablir aussi les besoins que les étudiants ressentent par rapport à cette intégration-là des compétences et des savoirs dans leur pratique ou dans le contexte d'un travail noté, les deux. Mais on ouvre la discussion beaucoup plus large que juste l'objectif d'apprentissage visé pour avoir le 3 crédits à l'intérieur d'un cours et un programme. Super. Mais merci à vous trois pour vos interventions, mais ce qui en ressort ici, c'est beaucoup, disons, la recherche d'informations pour assurer l'arrimage entre la formation qui est donnée, mais aussi les services, disons, d'orientation qu'on peut donner à nos étudiants et le marché du travail, le besoin des employeurs. Pour prendre des décisions informées, des décisions éclairées, on a besoin d'une bonne information sur le marché du travail. Et comment on définit une bonne information? Les critères que nous, on voit, c'est vraiment, on a besoin d'une information qui est actuelle, donc pas de l'année dernière, mais d'aujourd'hui, encore plus dans la situation exceptionnelle dans laquelle on est. On a besoin d'une information détaillée, donc pas nécessairement sur, par exemple, le secteur des technologies de l'information, mais je veux savoir mon secteur niche, comment il va maintenant, comment il va se développer dans le futur. On veut une information qui est locale. On est relativement peu mobile au Canada, donc on a tendance à aller chercher, on cherche du travail à la sortie de nos études, on va chercher dans notre communauté ou dans une communauté en particulier. Et on veut de l'information qui est axée sur les compétences. Là, je n'irai pas non plus dans un gros débat. Je sais que la définition, il y a plusieurs définitions, disons, des compétences qui sont proposées par différents organismes et différentes littératures. Mais en gros, ici, je l'oppose surtout aux professions. On va le voir tout à l'heure, mais les statistiques classiques sont souvent organisées selon les professions. Donc, par exemple, moi, je suis économiste. Ça, c'est ma profession. Mais par contre, ce que je fais à tous les jours, c'est que j'analyse des données. Donc, on veut parfois plus d'informations sur ces compétences-là, l'analyse de données, par exemple, plutôt que sur les professions. Depuis plusieurs années, on parle beaucoup de révolution des données. Et c'est vrai que dans la sphère de l'entreprise privée, on est vraiment ailleurs. Les entreprises privées collectent des montagnes d'informations sur les individus et vont les utiliser pour prendre des décisions d'affaires. Par exemple, si vous utilisez une carte de points, votre épicerie sait que vous préférez les courgettes au poivron, elle sait à quelle fréquence vous faites votre épicerie, elle sait votre adresse, etc. Dans le monde des politiques publiques, on n'est pas du tout là, pour de bonnes raisons, notamment de respect de la vie privée, mais parfois, on est obligé,
en tant qu'économiste du marché du travail, en tant que spécialiste du marché du travail, on doit se baser sur des statistiques qui sont souvent peu actuelles. Ça prend du temps à sortir. Elles sont souvent moins détaillées à cause de normes de confidentialité. Elles sont parfois peu locales et surtout, elles ne sont pas axées sur les compétences. On va collecter de l'information sur les employés, les employeurs au niveau des industries, des professions, mais pas sur les compétences. Donc les statistiques traditionnelles auxquelles on a accès nous laissent souvent sur notre faim. Quand on veut mettre en place des programmes et des politiques qui sont beaucoup plus détaillés, si on veut être beaucoup plus réactif, les statistiques classiques nous laissent un peu sur notre faim. Donc, en tant qu'économiste, nous, on est de plus en plus obligés ou tentés d'aller voir du côté de données un petit peu moins traditionnelles, notamment les postes affichés. Donc, comme vous le savez, maintenant, les employeurs vont afficher en ligne, que ce soit sur leur site Internet ou sur les réseaux sociaux ou sur des babillards, vont afficher les postes qu'ils veulent combler. Et ce qu'on est capable de faire maintenant, c'est on appelle ça moissonner, mais on est capable de collecter l'ensemble de cette information, de ratisser Internet pour trouver l'ensemble des offres d'emploi, de les nettoyer pour enlever les doublons, les offres qui sont peut-être fausses, etc., et les organiser dans une base de données. Ce que je vais appeler pour le reste de ma présentation, je vais appeler ça les données web. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit peu, de dresser un portrait de la situation actuelle qu'on vit, la situation du marché du travail actuel grâce aux statistiques classiques, puis d'aller voir un petit peu du côté des données web, comment elles peuvent raffiner le portrait du marché du travail, quel type d'informations on peut en tirer et comment ça peut nous aider pour préparer la suite des choses. Donc, ça va sans dire, on vit aujourd'hui une situation absolument exceptionnelle. Ce qui est intéressant, c'est que vendredi dernier, Statistique Canada a publié ses données d'emploi. Donc, ce sont les données qui viennent de son enquête mensuelle sur la population active. C'est sorti vendredi dernier, puis ça couvrait cette fois-ci la semaine du 12 avril. Donc, c'est des données que je trouvais intéressantes parce qu'on est vraiment dans le cœur de la crise. À ce moment-là, l'ensemble des provinces avaient mis en place des restrictions sanitaires et économiques. Donc, en mars, ce n'était pas le cas, puis en mai, ce sera probablement pas le cas à desserrer certaines restrictions. Ma diapositive la plus déprimante, après, ça va être, ce sera moins déprimant. Robert, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai eu comme une alerte que ma connexion était mauvaise. Oui, effectivement, ça l'a coupé un petit peu. On a eu de la difficulté à entendre, mais je crois que c'est revenu. OK, simplement me laisser savoir si ça ne fonctionne pas. Donc, on est vraiment dans une situation sans précédent. On a eu, depuis février, 3 millions de nouveaux chômeurs, ce qui amène le taux de chômage à peu près 13 %. Comparaison, l'année dernière, ça oscillait entre 5,4 et 5,9 %. Donc, on est vraiment au-delà du double du taux de chômage. Mais ce qui rend la situation vraiment exceptionnelle, c'est qu'on a une grosse partie de la population qui ne travaille pas, mais qui n'est pas nécessairement chômeur. Comme vous le savez sûrement, on considère comme chômeur quelqu'un qui ne travaille pas, mais qui cherche activement du travail. Là, on a presque autant de nouveaux chômeurs qui sont des employés, 2,5 millions de personnes qui sont employées, mais qui ont peu ou presque pas travaillé en avril. Donc, ils ont travaillé ou bien 0 heure ou entre 0 et 50 % de leurs heures habituelles. Donc, si on ajoute à ça, si on ajoute aux chômeurs les personnes qui sont employées mais qui n'ont presque pas travaillé, mais aussi les personnes qui sont sans emploi mais qui n'ont même pas cherché du travail à cause de la situation, on arrive à peu près un tiers de la main-d'œuvre potentielle qui est sous-utilisée. En comparaison, au plus haut de la crise de 2008, on était à 12 %. Et ça nous a pris vraiment plusieurs mois pour nous rendre là, presque une année, versus quelques semaines dans ce cas-ci. Mais il ne faut pas perdre espoir, c'est une situation qui est temporaire. Ce qu'on voit, c'est que la quasi-totalité des nouvelles mises à pied sont temporaires. Donc, les travailleurs s'attendent à retourner
auprès de leur employeur dès que la crise sera passée. Aussi, déjà dès la mi-avril, on voyait une petite amélioration de l'optimisme des employeurs. Ça, c'est une donnée qui ne vient pas de Statistique Canada, mais de la Fédération de l'entreprise indépendance, qui a fait une enquête et qui considérait qu'après 9% des employeurs au Canada qui étaient prêts à réembaucher à temps plein des employés dans les prochaines semaines. Et puis, il ne faut pas oublier que ce n'est pas tous les secteurs qui sont touchés de la même façon. Et certains d'entre eux, certains secteurs ont pu poursuivre leurs activités presque normalement, notamment principalement grâce au télétravail. Par exemple, dans le secteur des finances et des assurances, on a vu très, très peu de changements dans l'emploi. Donc là, je viens de vous présenter les données de Statistique Canada sur l'emploi. Ça nous donne un bon portrait général, disons, de la situation actuelle, mais ça nous dit peu de choses sur les employeurs et leurs besoins. Il y a d'autres enquêtes à Statistique Canada, notamment il y a une enquête sur les postes vacants où on interviewe des employeurs pour leur demander leurs besoins en main-d'œuvre. Mais c'est une enquête qui est effectuée seulement à chaque trimestre et les données sont publiées plusieurs mois plus tard. Donc, comme si on a vu tout à l'heure, ce ne sont pas des données qui vont être actuelles. Aussi, étant donné que quand on parle d'enquête, c'est une opération qui prend beaucoup de temps, beaucoup de ressources. On va aller interviewer individuellement par téléphone en général, mais on va quand même parler individuellement aux employeurs pour connaître leurs besoins. Et on a besoin d'homogénéiser ces données. Donc, ces données vont être organisées selon les professions, non pas selon les compétences. Donc, si on compare ça avec nos critères de qualité des données tout à l'heure, c'est des données qui sont parfois peu actuelles et peu axées sur les compétences. Or, pour préparer la suite des choses et en tant qu'enseignant, en tant qu'orienteur, vous avez besoin d'informations sur quels sont les profils qui sont recherchés par le marché du travail. Donc, c'est ici que rentrent en jeu les données web. Donc, au conseil, on travaille avec un fournisseur qui s'appelle Vicinity Jobs pour, comme je disais tout à l'heure, un peu moissonner Internet et regarder les offres d'emploi en ligne actuellement. Ce qui nous permet de voir rapidement, donc là c'est pour avril 2020, on peut voir un petit peu où se situe la demande en main-d'œuvre. Donc j'ai sorti quelques chiffres juste pour vous donner une idée un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est des données pour avril 2020. J'ai considéré seulement les professions qui requièrent une formation, donc qu'elles soient professionnelles, techniques ou supérieures. Et ici, j'ai présenté simplement les top 5 professions les plus en demande. Et puis, les barres verticales montrent le taux de changement, le pourcentage de changement entre avril 2020 et avril 2019, donc l'année dernière à la même période. Ce qu'on voit, c'est que le top 5, mais même le top 20 des professions les plus en demande est resté à peu près les mêmes, même si l'ordre a changé parfois un petit peu. Mais on n'a pas une restructuration complète du marché du travail. Les professions les plus demandées sont restées relativement les mêmes. Si on regarde un petit peu, c'est sûr que c'est des données à chaud. On est en avril, on est en plein milieu de la crise. C'est un peu ambitieux de faire des analyses trop poussées, mais c'est intéressant de voir quand même tout de suite qu'elles n'ont pas toutes baissé de la même façon. Donc, on voit qu'il y a des secteurs comme dans le secteur des affaires, on a des baisses qui sont un peu moins prononcées, notamment les agents d'administration. Donc, ça correspond à plusieurs métiers, mais donc tout ce qui est agent de planification des ressources humaines, agent logistique, etc. C'est des diplômés en général du baccalauréat en affaires ou de techniques en administration des affaires. Ce sont des métiers où on a pu certainement mettre en place du télétravail et donc la demande s'est maintenue, même pendant la crise.
Oui. Madame Emna, je voulais juste être sûr, est-ce que nous sommes tous sur la même diapositive? Je ne sais pas, moi, je vois encore la diapositive où on a les 5 principales carrières qui sont en baisse. Est-ce que c'est ça que vous montriez? Ou suis-je le seul qui est pas sur la bonne diapositive? Je crois que c'est celle-là. Moi, je vois cuisinier, infirmier, Oui, superviseur de vente. oui, C'est ça. exact. Est-ce qu'on peut poser une question? Oui, bien sûr. C'est un peu surprenant de voir qu'infirmier est moins en demande que l'année dernière. Oui, 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 ça, c'est un des chiffres qui est quand même assez étonnant, mais il faut mettre un peu les choses en perspective. D'abord, au niveau pan-canadien, il n'y a pas eu d'explosion de la demande dans le secteur hospitalier autant qu'on aurait pu le penser. La demande, comme au Québec, on l'a vu, s'est retrouvée dans d'autres institutions comme les centres d'hébergement où, oui, il y a une demande pour les infirmiers, mais il y a beaucoup de demandes pour du personnel auxiliaire, du personnel de soutien. L'autre chose aussi, c'est que une des hypothèses qu'on a, c'est de dire que les employeurs de ce type de profession n'ont pas nécessairement utilisé disons, les canaux de recrutement classiques. Donc, on n'est pas dans une situation où on poste une offre d'emploi pour attendre de la combler. On a mis en place d'autres techniques, notamment ça, comme au Québec, on l'a vu, le gouvernement a été beaucoup plus actif dans le recrutement et disons, la mobilisation de personnel. Mais oui, ça, c'est un chiffre qui est assez étonnant, mais il y a quelques éléments qui peuvent l'expliquer. Une autre chose qui peut être un peu peut-être étonnante, c'est que on a encore 2 métiers, cuisinier et superviseur des ventes, qui sont quand même dans les secteurs qui ont été les plus durement touchés par les restrictions sanitaires et économiques. Donc, que ce soit les services de restauration ou la vente au détail, mais c'est des secteurs qui sont encore très gourmands en main-d'œuvre. Non seulement parce que le volume d'employés est important dans ces professions-là, mais aussi parce que c'est des métiers où il y a beaucoup de rotation. Donc, on est tout le temps en recrutement constant parce que les employés vont changer d'employeur. Est-ce que c'est sûr que c'est des chiffres tout chauds, donc moi je serais curieuse est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous paraissent étonnantes? Peut-être que, bon, si je comprends bien, Emna, on a utilisé comme les sites web comme JobBoom pour arriver à ça. Est-ce que les... Bon, tu connais ma connaissance en informatique. Est-ce que ces informations-là datent un peu dans le sens que est-ce que c'est des nouvelles demandes dans le mois et non pas ce qui existe? Oui, oui, exact. J'aurais dû le préciser, mais oui, c'est des nouveaux affichages. Des nouveaux affichages. Oui, exactement. C'est pas le total de ce qui est dans le mois, ce sont des nouveaux affichages qui sont arrivés dans le mois d'avril comparé. Et peut-être ce qui aurait été aussi très intéressant, c'est de regarder, non pas sur une année, mais sur un mois précédent pour voir la situation de changement sur le marché du travail. Oui, 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 c'est vrai. Il y avait par rapport à l'année dernière, c'était pour un peu enlever l'effet saisonnier, parce que si on regarde, par exemple, février, ça peut être un secteur un peu plus mort dans certains secteurs versus dans d'autres. Mais oui, on voit une baisse significative même de mois en mois. Mais là, on peut voir un peu la normale, c'est-à-dire l'année dernière versus en avril. L'autre chose, oui, ça juste un peu techniquement de comment on sort ces données-là, c'est que donc c'est ça, on collecte l'ensemble de l'information qui est disponible en ligne au temps T, donc aujourd'hui. Mais après, on a des algorithmes qui permettent de nettoyer un petit peu, de voir si un poste était très, très, très similaire le mois précédent. On considère que, par exemple, c'est le même poste et on va le supprimer. Donc, pour s'assurer qu'on considère seulement les postes
les nouveaux affichages. Excusez-moi, Emma, Oui. est-ce que quand vous dites que c'est des postes similaires, que l'algorithme qui supprime les postes similaires, est-ce que ce sont des postes qu'on peut appeler en jargon réel des entreprises, des postes fictifs? Ben en fait, l'idée, c'est d'essayer de s'assurer que, par exemple, si moi j'affiche un poste pour trouver un nouvel économiste, je peux avoir trouvé un économiste, mais je ne vais pas l'enlever, surtout s'il n'y a pas de frais associés à l'affichage, je vais la laisser en ligne. Elle pourrait rester en ligne pendant 3-4 mois. Donc, ça pourrait donner une idée fausse du nombre réel de postes qui sont vacants. Donc, c'est pour ça qu'on va supprimer, pour s'assurer d'avoir vraiment que les nouveaux affichages pour ce mois-ci. Et le mois suivant, si cet affichage est encore là, on va le supprimer. Il y a aussi des algorithmes qui permettent de supprimer des affichages, comme vous dites, fictifs. Par exemple, on va voir certaines annonces qui vont être plus mises en ligne pour construire une base de données d'applicants plutôt que vraiment parce qu'on a un poste à combler. Donc, si le texte est un petit peu flou, ne semble pas identifier un poste en particulier, mais plutôt faire la promotion de l'entreprise en général, on va essayer de le supprimer également. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que cette approche, c'est vraiment un proxy, c'est vraiment on essaye d'estimer le nombre de postes vacants grâce à des affichages de postes. Mais un affichage de poste ne correspond pas nécessairement à un poste vacant parce que certains employeurs peuvent décider de tout simplement pas afficher un poste et de recruter autrement. Ou dans d'autres cas, vont mettre une annonce, mais c'est plutôt pour tester le marché, pas nécessairement pour recruter tout de suite. C'est vraiment une donnée qui est faite pour être utilisée à chaud en attendant d'avoir des statistiques un peu plus robustes sur les postes vacants et la demande des employeurs. Comme je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant avec ce type de données, c'est qu'il nous donne accès à l'ensemble du texte que l'employeur va utiliser pour attirer des applicants. Donc, par exemple, dans l'enquête sur les postes vacants de Statistique Canada, on va avoir un interview où l'intervieweur va poser un certain nombre de questions, mais le temps est limité, les ressources sont limitées. On ne peut pas aller trop en profondeur sur qu'est-ce que c'est ce poste, qu'est-ce qu'il requiert comme compétences, comme connaissances, etc. On va simplement collecter de l'information sur le nombre de postes, les professions qui sont demandées et l'industrie dans laquelle la personne va opérer. À l'inverse, avec les données web, on a accès donc à l'ensemble du texte. Donc, moi, je suis employeur, je cherche quelqu'un avec une formation, une telle formation, qui sait faire telle et telle autre chose. Et ce texte, ça nous donne vraiment une base de données qui est très riche et on va être capable de la nettoyer, d'en retirer des mots-clés et d'identifier les compétences, les connaissances, plusieurs aspects, disons, du métier qu'on n'aurait pas à travers des statistiques traditionnelles. Donc là, vraiment, comme pour donner un exemple, j'ai tiré quelques informations sur les compétences demandées pour les enseignants du collégial. Donc, je me suis dit que vous êtes certains enseignants du collégial, d'autres du supérieur, mais il y a un certain nombre de postes affichés pour ces professions en avril 2020. Et donc, on peut voir un petit peu, on classe souvent les compétences en compétences technologiques, connaissances. On a plusieurs nominations comme ça. Donc, je dirais les données sur les compétences, disons, reliées aux technologies les plus souvent demandées. Donc, on voit Microsoft Office, ça c'est une constante depuis plusieurs années.
ça paraît basique, mais étant donné qu'elle est tout le temps mentionnée dans les offres d'emploi, ça sort tout le temps comme la compétence la plus demandée, même si elle peut paraître aller de soi pour beaucoup de personnes. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des nouvelles plateformes, Oracle, Moodle, qui se sont ajoutées, qui n'étaient pas nécessairement là l'année dernière. Donc, qui étaient peut-être des compétences, des technologies qui étaient demandées, mais pas dans d'aussi grandes proportions qu'en avril 2020. Ce que ça nous dit, ou ce qui est intéressant là-dedans, c'est de suivre ces données-là pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Il y avait justement un dossier dans Le Devoir cette fin de semaine qui parlait de la formation à distance. Vous êtes des ninjas de la formation à distance, vous connaissez déjà les outils, vous êtes familier avec ces choses-là, mais il y a énormément d'enseignants qui se sont trouvés vraiment propulsés là-dedans sans vraiment de préparation. Et puis, dans le dossier, par exemple, ce qu'il disait, c'était que il va y avoir... les gens ont utilisé des plateformes, des outils différents. Il n'y a pas vraiment d'homogénéité, n'est-ce pas, dans ce qui est utilisé. On a un peu trouvé rapidement qu'est-ce qui pouvait marcher, puis on s'adapte au fur et à mesure. On prend une plateforme, on la laisse tomber, on en utilise une autre. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de vraiment voir qu'est-ce qui va en ressortir. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va tenir le test du temps? Donc, ça, ce serait intéressant. JavaScript, ça, c'est une compétence qui est quand même relativement étonnante pour un enseignant. C'est vraiment un langage de code pour des applications web. Donc, peut-être qu'on demande aux enseignants de développer des choses, mais ça se peut aussi que ce soit de travailler avec des gens qui utilisent ces outils-là. Donc, ce serait intéressant de chercher un petit peu plus, de suivre un petit peu l'évolution de la demande pour ces compétences dans le futur. Donc, pour boucler un petit peu la boucle, ce que je disais tout à l'heure, c'était que donc, on a besoin d'une information qui est détaillée, qui est locale, qui est axée sur les compétences et qui soit actuelle, donc qui soit le plus à jour possible. Les statistiques classiques nous donnent vraiment un bel aperçu d'ensemble. On peut dresser un portrait du marché du travail, notamment de la situation qu'on est en train de vivre actuellement. Mais de plus en plus, on veut aller chercher de nouveaux types de données, notamment les données de postes affichés qui peuvent nous permettre d'avoir une vue un peu plus actuelle, un peu plus à jour de ce qui se passe maintenant, et puis un peu plus détaillée et axée sur les compétences, avec donc l'accès à cette riche source d'information qui est le texte, le texte des employeurs pour combler des postes. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les données qui sont disponibles aux preneurs de décision, notamment vous qui êtes dans des institutions de formation et d'enseignement? Au Conseil, on est en train de développer une plateforme pour permettre au public d'accéder à de l'information sur les postes affichés, mais qui soit présenté un peu de façon à pouvoir être utilisé. Là, j'ai pris une capture d'écran de la version vraiment bêta de notre plateforme, mais l'idée, ce sera de pouvoir avoir accès, voir le nombre de postes affichés actuellement, l'évolution, les compétences, connaissances et autres aspects qui sont reliés, et de voir ça presque en temps réel, ça veut dire pour le mois courant. On a aussi d'autres projets connexes dont je pourrais parler si vous me le demandez, mais en gros, on travaille beaucoup aussi avec les gouvernements, donc des provinces, des territoires et du fédéral, donc Emploi et Développement social Canada, Statistique Canada notamment, pour développer des standards. Donc, les statistiques sont collectées de façon très homogène. On a des standards pour classifier les professions, par exemple. On a la classification nationale des professions, mais on n'en a pas pour les compétences. Donc, on est en train d'essayer de travailler avec eux pour développer des standards, une classification
des compétences. Et d'ailleurs, on a un peu de contenu là-dessus sur notre site Internet. Donc, c'est ce qui finit ma présentation. J'espère que j'étais dans les temps. Je vais ouvrir je vous invite à ouvrir vos micros pour poser des questions. Et merci pour votre participation. Est-ce que je peux y aller avec une question? Oui, bien sûr. Je vais mettre les vidéos, comme ça je peux vous voir. Voilà. D'accord. Donc, Diane Gabrielle Tremblay, ma question, vous avez mentionné justement que vous aviez fait une étude sur les professeurs de cégep, ce que vous venez de présenter. Est-ce que donc, comme organisme, par exemple, on peut vous demander pour une profession en particulier, qu'est-ce qui se retrouverait justement? Exactement comme vous avez dit, là, faire ressortir qu'est-ce qu'on recherche pour une profession? Oui, oui, bien sûr. Je vous invite à m'écrire et puis on peut en discuter, mais on peut sortir des données sur pas mal toutes les professions. Les seules restrictions pas restrictions, mais disons que, étant donné que c'est des données qui sont très à chaud, parfois certaines professions qui ont peu d'employés, donc neurochirurgiens, il n'y en a pas énormément. Parfois, il n'y a juste pas le volume intéressant pour pouvoir sortir quelque chose de… Mais une profession qui aurait un volume relativement important, une catégorie de gestionnaire, par exemple. Oui, ça… j'imagine. Et avec une certaine précision, parce qu'avec des collègues, on travaille, nous, sur les gestionnaires de l'intelligence artificielle, gestionnaires de l'IA. Du coup, je me suis dit, bon, ça pourrait être intéressant de voir ce qui est affiché. On va voir, bon, ce qui est… on pourrait… je suis déjà en train de penser à deux façons qu'on pourrait voir ça. Mais oui, on pourrait voir ça du côté des professions. Donc, on aurait des gestionnaires en technologie. Ce serait quelque chose d'un peu plus large. Mais après, on pourrait aller regarder les mots-clés qui sont relatifs à l'IA et peut-être en tirer certaines choses. Ouais. D'accord. Diane Gabrielle. Par contre, je ne sais pas si votre courriel était affiché en quelque part. Moi, je ne l'ai pas vu, mais il me semble qu'il était affiché tout à l'heure, mais plus maintenant. Oui, c'est juste que j'ai enlevé le partage d'écran avec ma présentation. Ah oui, d'accord. Mais je crois que Robert va envoyer et la présentation et mon courriel. Parfait. OK, excellent. Merci. Je voulais juste revenir sur les chiffres et les professions recherchées. Vous l'avez peut-être mentionné, mais je l'ai peut-être manqué, Emma. C'est pas exactement que représentent les pourcentages. Alors, donc, c'est la diapositive, je vais la remettre tout de suite. La diapositive avec les professions les plus demandées ici. Alors, ici, hein, n'est-ce pas? Voilà, exact. Donc, les pourcentages représentent le changement ou l'évolution du nombre de postes affichés par rapport à avril 2019. Donc, en avril 2019, on avait 19% de plus de postes affichés pour des cuisiniers. On avait 32% de plus de postes affichés pour les infirmiers. Donc, c'est l'évolution par rapport à avril 2019. Et puis, ce que Serge, ce que M. Blondeau avait posé comme question tout à l'heure, c'était pourquoi par rapport à l'année dernière. Et en fait, c'était un petit peu pour comparer par rapport à la normale. Donc, en enlevant un peu l'effet saisonnier qu'on peut avoir dans certains secteurs, comme les secteurs de la restauration. Donc, en avril 2019, on peut considérer qu'on est en situation normale. Et voilà. Merci. Emna, moi, je vais poser une question. Est-ce que dans les analyses du marché du travail, est-ce que tu sais s'il y a des gens qui travaillent au Canada à partir
de l'analyse des régimes de retraite pour regarder les gens qui sont en emploi dans les entreprises, l'évolution, les perditions, déperditions. Au fond, on est en train de travailler avec la CNSS au Maroc et je me demandais s'il y avait des gens qui utilisaient les bases de données des régimes de retraite ou de pension pour voir ce qui se passait sur le marché du travail. Laisse-moi y réfléchir. Je sais que la Banque du Canada a fait quelques analyses, mais comme ponctuelles, avec ce type de données-là. Mais je te reviens là-dessus. OK. Je t'enverrai ce qu'on fait avec la CNSS. C'est assez intéressant. Super. Juste par curiosité, Emna, pour animer la conversation aussi, je suis vraiment curieux en termes des coupures actuelles durant la crise sanitaire. Est-ce que, et je ne sais pas du tout, si vous, et peut-être que ce n'est pas dans vos attributions du tout de prévoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, mais je me demande si du côté des employeurs, on ne profitera pas de cette crise et des mises à pied importantes pour redéfinir jusqu'à un certain point le marché du travail en employant de l'autre côté de la crise non pas nécessairement des profils différents, mais même des personnes différentes et d'une manière différente. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Oui, ben, ça revient un peu à ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est que donc, quand on pose la question aux travailleurs, on voit que la quasi-totalité s'attendent à retourner à leur employeur précédent dès que la crise sera passée. Mais il faut être lucide, ce ne sera certainement pas vrai. D'abord parce que toutes les entreprises ne vont pas survivre à cette pause imposée. Et puis, celles qui vont survivre ne vont pas nécessairement réembaucher la totalité de leurs employés ou parce que leur demande va changer ou parce que leur modèle d'affaires va changer aussi. On peut penser que les compétences qui vont être demandées dans l'avenir, juste à la sortie de la crise, peuvent être un petit peu différentes. On peut penser, même à moyen terme, qu'on met en place des consignes sanitaires différentes. On peut penser que les compétences vont changer même à moyen terme pour opérer certains business. On va avoir besoin de compétences qui vont être différentes. Puis à plus long terme, il se peut aussi qu'il y ait une certaine évolution de la structure de l'emploi. Il faut, je ne sais pas si j'ai une opinion là-dessus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que on n'est pas dans une récession normale. La structure de l'économie n'a pas vraiment changé. On a vraiment vu un choc où on a arrêté complètement les affaires, on a complètement arrêté les activités pendant un moment et on va reprendre. C'est vraiment seulement les secteurs qui doivent changer leur façon de faire à moyen terme où on pourra voir un changement de la structure de l'emploi. Mais il y a beaucoup de secteurs qui ont pu continuer à travailler quasiment comme avant, par l'aspect travail qui est aussi tout un aspect à régler. Oui, Mireille. Oui, Emna, merci pour la présentation jusqu'à présent. J'enseigne en ligne pour le programme de gestion touristique au Centre collégial de l'Alberta. Et notre industrie vit depuis bien des années une pénurie de main-d'œuvre avec des déficits de compétences. Mais c'est aussi possiblement une des industries les plus affectées par la période de la crise sanitaire et possiblement aussi une de celles qui va rebondir le plus rapidement. Si je veux prendre le pouls un peu de mon industrie, quelles sont les ressources pour ce qui est de l'employabilité de nos étudiants, quelles sont les ressources auxquelles on peut penser de trouver? Mais c'est sûr que vu la situation exceptionnelle, il y a vraiment tout l'aspect réglementaire qu'il faut suivre de très près parce que il y a un aspect qui n'a rien à voir avec l'économie ou la demande de marché, qui a un aspect seulement avec la réglementation. Mais bon, ceci étant dit, pour
je crois que de regarder les postes affichés, justement, la demande des employeurs dans les semaines, dans les mois qui suivent va être très intéressante parce qu'on va peut-être voir des profils nouveaux qui vont émerger. Même si la demande au total va diminuer, on peut penser les entreprises vont s'adapter. On l'a déjà vu, elles s'adaptent. La restauration est en train de s'adapter. Plusieurs secteurs sont en train de s'adapter. Donc, ce serait intéressant de voir s'il y a des nouveaux profils qui émergent. Et peut-être ça va nous donner un indice vers qu'est-ce qui pourrait être demandé dans l'avenir. Puis en termes c'est sûr que la crise actuelle, elle calme un petit peu la pénurie de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'on va voir des taux de chômage qui vont être plus élevés, mais disons, les causes sous-jacentes à la pénurie de main-d'œuvre qu'on voyait jusqu'en janvier, février 2020, elles sont encore là. Donc, le vieillissement de la population, la difficulté de certaines régions à recruter et à retenir du personnel, elles sont encore là. Et dès que l'activité va reprendre, il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas que la crise actuelle nous fasse oublier un peu la mouvance de fond qu'on voit depuis des années puis qui sera encore là au retour de la crise. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Je ne sais pas, Robert, si tu veux donner le mot de la fin. Merci beaucoup d'être là. Moi, je ne sais pas si Robert l'a mentionné, mais je suis en congé de maternité, donc c'est ma première expérience Zoom professionnelle depuis le début de la crise et c'était vraiment une belle expérience. Merci de m'en avoir donné l'occasion. Et puis, donc, Robert va donner mon courriel. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, même spécifiques à un secteur particulier. Moi ou mes collègues, on peut tirer de l'information, même si la plateforme que j'ai mentionnée tout à l'heure n'était pas encore disponible. Ça nous ferait plaisir de sortir quelques données, quelques perspectives rapidement. N'hésitez pas. Maintenant, je suis certain que je me fais le porte-parole de tous en disant que nous avons beaucoup apprécié la présentation, qu'elle était très, très intéressante et surtout immensément d'actualité. Alors, je suis curieux, j'aurais été curieux de la comparer à ce que vous aviez prévu présenter pour le colloque parce que la crise a complètement changé, j'imagine, la perspective. Mais donc, nous, en formation à distance, je pense que ce qui se passe en ce moment nous amène à l'avant-plan et les compétences que les gens développent justement pour l'enseignement en ligne et pour aider les gens à apprendre en ligne et tout ce qui touche à la formation à distance deviennent excessivement d'actualité. Alors, on espère en profiter, exploiter ce potentiel au maximum et surtout changer un tout petit peu la société en vue d'aider l'autre crise, celle dont on parle moins maintenant, mais qui est la crise environnementale. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Donc, à tout le monde, merci beaucoup pour votre participation. Merci particulier à Mme Braham et au plaisir de vous revoir dans un prochain atelier. Au nom du REFAD, je vous remercie. Au revoir.